Bonjour aux premières personnes qui nous rejoignent. On va attendre un tout petit peu plus nombreux pour commencer ce live. Restez avec nous. Alors bonjour à tous, on est de retour comme chaque semaine avec Stéphane, notre veto. Bonjour Elisa. Bonjour Stéphane. Et bonjour aussi à Nala, qui est en train Voilà. de me faire la toilette de la main. Alors comme chaque semaine, Stéphane est là pour répondre à toutes vos questions sur vos chiens et vos chats, que ce soit santé ou comportement. Donc postez vos commentaires et vos questions directement sous la vidéo. Comme ça, on les sélectionnera et Stéphane pourra y répondre. Restez bien jusqu'à la fin de ce live, y compris si on a déjà répondu à votre question, parce qu'on va pouvoir vous faire gagner une One Miss Box, c'est-à-dire un coffret cadeau pour votre chien ou votre chat. Il suffira de répondre à une question très très simple, n'est-ce pas qu'elle est simple? Parce que vous la connaissez déjà, Stéphane. Et donc restez bien avec nous puisque vous pourrez comme ça gagner une One Miss Box. Alors déjà pour commencer ce live, moi j'ai une question Stéphane. En ce moment il fait très très chaud, c'est difficile à supporter même pour nous. Alors j'imagine que quand on a beaucoup de poils comme nos chats et nos chiens, ça doit être particulièrement compliqué. Donc comment est-ce qu'on peut faire Stéphane pour soulager nos animaux quand ils sont trop chauds? La première chose à faire, c'est la même chose que pour nous, c'est tout simplement éviter les moments de forte chaleur pour avoir de l'activité, donc au milieu de la journée. Les balades de chiens par exemple, vaut mieux éviter de les faire à ce moment-là. D'une part parce que clairement la chaleur de toute façon empêche le moindre mouvement sans que la température corporelle qu'il y ait des risques de coups de chaleur, et d'autre part parce que surtout les animaux ne sont pas capables de percevoir ces moments où leur température interne monte trop et où ils risquent potentiellement l'insolation de coups de chaleur, et donc le risque est très très fort pour eux. C'est exactement comme pour les enfants. Ensuite, si vous sortez votre animal alors qu'il fait encore assez chaud, de toute façon il faut toujours sortir avec des équipements, une gamelle d'eau et de l'eau évidemment pour pouvoir lui donner à boire, de quoi même pouvoir l'asperger un petit peu en cas de besoin. Il existe aussi éventuellement des petits boutons, choses qui pourraient éventuellement le protéger de la chaleur. Et en ce qui concerne les chats, est-ce qu'il faut les empêcher de sortir quand il fait trop chaud? Pour les chats, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont tendance à ne pas avoir trop d'activité quand il fait chaud. Eux-mêmes ont tendance à tout simplement rester plus au calme. Comme ils ont une activité, contrairement aux chiens, qui est beaucoup plus aiguë, qui est beaucoup plus intense, il y a moins de risques. Donc de toute façon, c'est très délicat de contrôler les mouvements d'un chat et le restreindre à l'intérieur. Bon, ça peut se faire éventuellement pendant la période de forte chaleur juste après-midi, mais en général, je vous dis, de toute façon, votre chat va aller trouver un coin à l'ombre pour lui-même se reposer. Par contre, il va être très important de lui fournir en grande quantité et de manière régulière des gamelles d'eau, de façon à ce qu'il puisse éventuellement, s'il se retrouve dehors et qu'il ne peut pas rentrer parce que vous n'êtes pas là pour lui ouvrir, qu'il puisse éventuellement trouver des boissons fraîches que vous changez tous les jours. Ça c'est important aussi parce que l'eau s'évapore très vite. Alors ça fait une très bonne transition parce que justement Elodie nous demande que faire parce que son chat ne boit pas. C'est justement un bon moyen de rebondir sur le chat qui est un animal qui boit très peu naturellement, parce que normalement il boit, il boit une grande partie de son eau dans son alimentation directement. C'est des proies, des petites souris, éventuellement des insectes, des choses qui sont composées à 60-70% d'eau. Or, les croquettes ne contiennent que 15% d'eau. Donc, c'est normal que le chat boive peu, naturellement. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut lui fournir des gamelles d'eau en grande quantité. Sur un environnement naturel de chat, en fait, il a souvent plusieurs petits endroits où il va boire, pas une seule gamelle. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs points pour le stimuler, justement, parce qu'il boit toujours des petites quantités et souvent quand il en a l'occasion. Donc, vous en disposez à plusieurs endroits dans la maison. À l'extérieur, s'il sort, vous changez l'eau régulièrement. Et ce qui est bien aussi, c'est de mettre des fontaines à eau, car c'est une eau qui a tendance à attirer les chats dès qu'elle coule. Vous voyez, de toute façon, dès que vous allumez le robinet et que vous voyez votre chat se précipiter dessus, c'est qu'il est attiré par les eaux qui coulent. Et donc, dans ces cas-là, pour le stimuler encore plus, c'est très bien de mettre aussi des gamelles d'eau. Sinon, la dernière solution consiste à lui passer de l'eau dans son alimentation en lui donnant aussi des aliments humides ou, comme moi je fais avec mon chaton, des courgettes. Merci Stéphane. Une question de Delphine. Bonjour, mon cavalier King Charles de 7 mois n'arrête pas d'aboyer pour tout et n'importe quoi. Comment faire pour qu'il arrête? Alors, oui, c'est de l'éducation, globalement. Un chien qui aboie, c'est un petit peu comme nous quand on parle, il utilise les aboiements et toute autre forme de vocalise pour communiquer. Donc lui interdire serait un peu cruel, même si c'est vrai que dans un certain nombre de cas, ça peut être difficile à contrôler et assez pénible pour les oreilles ou pour les voisins.
Donc dans ce cas-là, effectivement, l'éducation en positif notamment va vous permettre de lui apprendre l'ordre tais-toi. Alors c'est en général plus simple de lui apprendre à aboyer et à se taire à peu près en simultané. Mais par des renforcements. On dit que pour apprendre à un chien à se taire, il faut d'abord lui apprendre à aboyer. Ouais, c'est beaucoup plus simple, tout simplement parce qu'il aboie pas sur commande et que pour qu'il se taise, il faut que d'abord qu'il aboie pour lui apprendre. Donc vous lui apprenez à aboyer tout simplement, et en fait, une fois que vous lui avez appris à aboyer, il suffit de lui demander d'aboyer, d'attendre qu'il arrête, de lui dire tais-toi et de récompenser pour lui apprendre l'ordre. Et alors, pour apprendre à son chien à aboyer, il faut le récompenser à chaque fois qu'il aboie. Quand il aboie, vous dites aboie, c'est l'ordre aboie, et vous récompensez. Et il va associer le mot aboie au fait d'aboyer. Ce qu'on appelle un renforcement positif, et ça, c'est de l'éducation positive. Par contre, soyez très vigilants, c'est très important, il faut être synchrone, c'est-à-dire donner la récompense exactement au moment où il exécute l'ordre. Merci Stéphane. Une question de Caroline. À partir de quel âge peut-on stériliser un chat? Car à la SPA, ils font ça par rapport à leur poids. 1 kilo, nous dit-elle. Est-ce que c'est sans risque pour le chaton? Alors, à la SPA, couramment, même dans les refuges, on a tendance à stériliser l'animal très tôt, ce qui est réalisable. Mais après, pour des modalités chirurgicales, c'est vrai que c'est plus difficile, tout simplement. En général, en clinique vétérinaire et pour les chats qui sont à l'adoption, on recommande la stérilisation avant les premières chaleurs, c'est-à-dire avant 8 mois. Alors, on situe ça autour de 6-8 mois. À partir de cet âge-là, effectivement, les risques chirurgicaux, enfin, le chat a quasiment atteint sa maturité sexuelle. Donc, D'ailleurs, je crois que les scientifiques ne sont pas d'accord sur la question. Parfois, on entend qu'il faut le faire avant les premières chaleurs, parfois après les premières chaleurs. Mais j'allais y venir juste avant. La raison, ça tient à des études qui nous ont montré qu'il y avait des cancers plus fréquents dans tel ou tel cas. Le problème étant que, par exemple, si vous stérilisez avant les premières chaleurs, on diminue de 90% le risque des tumeurs mammaires. Et chez les chats, ce sont des tumeurs très dangereuses, qui sont très souvent malignes. Donc, faire avant les premières chaleurs, c'est bien. Et puis après, on a une autre étude qui montre que si on stérilise trop tôt, justement, et notamment avant les premières chaleurs, on augmente le risque d'ostéosarcome, qui est une autre maladie, une tumeur osseuse en l'occurrence, un autre cancer. Donc, effectivement, concrètement, il n'y a pas forcément de solution miracle. Il faut prendre la solution qui nous paraît la plus adaptée. En ce qui concerne les chats, très souvent les chaleurs sont difficiles à gérer au niveau comportement, ça peut attirer les mâles, il peut y avoir des conséquences, donc comme j'ai dit, au niveau des tumeurs mammaires, c'est plus fréquent que les ostéosarcomes. Et puis d'autres conséquences négatives comme des piomètres ou des choses comme ça. Donc on peut, pour un paquet de raisons, justifier la stérilisation sans aucun souci. Mais après, voilà, faut être préparé à l'idée que de toute façon, il y a des conséquences négatives si jamais on ne fait pas la stérilisation et d'autres si jamais on la fait aussi. Donc il faut être assez pragmatique et prendre la solution qui correspond le mieux en fonction du mode de vie que le chat va avoir et par rapport à son bien-être et aux autres. Et est-ce que c'est sans risque pour le chaton, Caroline? De le faire trop tôt? Ouais. Alors, c'est jamais... Apparemment à partir d'1 kilo, c'est ce que je crois comprendre dans sa question. Le risque n'est pas tellement différent que pour la chatte plus âgée. C'est des jeunes animaux, donc ça reste le risque anesthésique, quoi qu'il en soit. Maintenant, c'est vrai que c'est une chirurgie qui reste un petit peu plus délicate, parce que tout simplement l'animal est plus petit. Mais c'est tout de même très courant. Oui, c'est très courant. C'est une chirurgie qu'on appelle de convenance, c'est-à-dire des chirurgies qu'on fait sur un animal en bonne santé, des choses que les vétérinaires pratiquent très courant, surtout à la SPA. Donc pour ce qui est du risque chirurgical en lui-même, il est très faible. Merci Stéphane. Une question d'Élodie. Est-ce que le chat peut avoir une insolation? Et le chien d'ailleurs. Oui, et tout à fait. Oui, ça reste possible. Est-ce qu'il est vrai que les animaux au poil blanc sont plus susceptibles, plus sujets justement à avoir une insolation? Alors, j'ai jamais entendu ça dans mes cours. Maintenant, c'est vrai qu'un animal à poil blanc a tendance à réfléchir le soleil. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'inverse. Un animal noir va chauffer beaucoup plus rapidement. De la même façon que vous, quand vous portez des vêtements blancs, vous réfléchissez la lumière et le soleil et captez beaucoup moins la chaleur. Donc le coup de chaleur, à ce moment-là, tout simplement, il faut agir vite. Voilà, le coup de chaleur, ça reste à un moment donné où l'activité corporelle plus la chaleur externe fait que la température monte dans le corps. Ça peut arriver avec des phases d'activité très intenses ou être exposé à un trop fort soleil. Il faut être très vigilant, ça vient en quelques minutes. Et les conséquences peuvent être dramatiques. La réaction est immédiate, vous devez immédiatement appeler votre clinique vétérinaire pour avoir des informations. Et là, nous donne de la voix.
Donc appelez votre vétérinaire pour avoir les informations qu'il vous faut pour mettre en place tout de suite, éventuellement mouiller votre chien, etc. Et dirigez-vous immédiatement vers la clinique la plus proche. Merci Stéphane. Une question de Jenny. Alors Jenny dit qu'on entend de tout avec les colliers et les harnais pour les chiens. Ouais. Elle demande votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux mettre un collier ou un harnais pour les chiens, sachant qu'elle dit qu'elle a déjà entendu que les chiens qui n'ont pas de clavicule auraient plus de difficultés avec le harnais. C'est-à-dire que s'il tire beaucoup, ça pourrait le blesser. Je vais vous apprendre quelque chose d'assez amusant à propos de la clavicule. Elle n'existe pas chez les chiens. La clavicule est un os qui est assez particulier aux primates. Oui, c'est ce qu'elle dit justement, Jenny. Et qui permet le maintien notamment des bras. Chez les animaux, c'est posé directement contre la cage thoracique et éventuellement chez le chat, il y a un résidu de clavicule qui existe, un résidu fibreux qui est perdu dans les muscles, mais sinon il n'y a plus d'os. Donc vous ne souciez pas de la clavicule, ça c'est pas un souci. Par contre, entre le collier et le harnais, moi je suis catégorique. Le harnais répartit la force exercée par la laisse sur le corps du chien sur une plus grande surface. Et c'est ça l'idée. L'idée est que, d'une manière ou d'une autre, la laisse n'appuie pas sur le corps de votre chien et ne le fasse pas souffrir, en particulier au collier où ça appuie au niveau de la trachée, donc c'est voies respiratoires. Donc le harnais, oui, et en plus certains types de harnais, puisqu'il y a des harnais qui sont en fait des laisses, des doubles laisses, quoi, et qui donc servent l'animal aussi de la même façon. Alors, il faut bien des harnais qui appuient sur le poitrail et le pourtour. Mais il y a des harnais anti-traction. Voilà, tout à fait, qui sont fabuleux. Il faut avoir ces harnais-là en particulier, hein, qui évitent ça. Donc déjà d'une part au niveau de la surface du harnais, et d'autre part aussi il y a des harnais qui ont des boucles qui sont situées à une position faite de telle façon que le chien ne peut pas tirer, notamment devant. Dès que le chien tire, ça le fait tourner et il ne peut pas se mettre en traction dans la laisse. Et ça, c'est très important. Merci Stéphane. Une question de Virginie, elle est intéressante parce qu'elle est d'actualité. Il y a une nouvelle loi sur les vaccins, sur le vaccin antirabique, donc contre la rage, qui vient de paraître, qui dit que certains types de vaccins antirabiques peuvent être faits tous les 3 ans et non plus tous les ans. Est-ce que, demande Virginie, elle doit faire le rappel du vaccin pour son chien en août comme prévu? Alors, il faut voir, ça c'est très important, quelle est la marque du vaccin que vous avez fait pour la rage. Car ce n'est pas toutes les voilà, marques de vaccins. Il n'y a que 2 marques qui sont concernées. Donc, il faudra vérifier auprès de votre vétérinaire. Le plus simple, c'est de l'appeler, parce que si de toute façon, il connaît la marque des vaccins qu'il utilise, il n'a pas tendance à changer très régulièrement, donc il pourra vous le dire. Et puis même, en vérifiant dans le carnet de santé de votre animal, vous pourrez avoir également l'information, puisque normalement, la marque est notée sur la petite étiquette du vaccin. Et donc, ça concerne 2 vaccins. Et la loi stipule bien précisément que, en fait, à partir de maintenant, il supprime un paragraphe qui obligeait à faire les rappels tous les ans, là où les notices des vaccins précisent que certains peuvent être faits tous les 3 ans. Donc maintenant, on n'est plus obligé de se reporter à cette durée de 1 an, on peut suivre les recommandations données par le laboratoire pour le vaccin, et donc pour ces 2 vaccins-là, ça va passer à 3 ans. Alors par contre, si vous voyagez, si vous quittez le territoire français pour aller quel que soit le pays, là oui, vous devrez faire le rappel. Donc oui, ça c'est les conditions dans lesquelles ce vaccin est utile. La rage n'est pas présente en France et la vaccination des chiens et des chats n'est pas obligatoire. Mais sauf si vous voyagez à l'étranger, où là par contre, il faut nécessairement qu'une vaccination en cours de la rage soit présente. Et en plus, si vous revenez d'un pays dans lequel il y a de la rage déclarée, il faut en plus que vous ayez un titrage en anticorps qui vérifie que le vaccin soit bien actif au moment où vous partez. Donc c'est des choses à prévoir en amont chez le vétérinaire quand même. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez le vétérinaire au moins 2 mois avant si de toute façon vous avez un doute sur les démarches. Merci Stéphane. Une autre question. Vous aviez fini? Non. Oui, pardon, j'avais fini. Une question de Marie. Je fais garder mon chat par ma sœur pendant les vacances pendant 1 mois et demi. Je suis inquiète qu'il m'oublie ou qu'il soit triste. Alors, rassurez-vous, de toute façon, les chats sont ingrats par nature. Non, il ne vous oubliera pas, mais disons que le chat préfère de toute façon rester sur son domicile, plus attaché concrètement à son espace de vie, pratiquement qu'aux gens qui y circulent. Donc non, il ne vous oubliera pas, il vous remerciera même d'être resté chez lui en évitant d'aller uriner sur vos canapés ou des choses comme ça, parce qu'ils ont tendance à être très stressés par les changements d'environnement. Avertissez bien votre sœur qu'il peut être un peu effrayé si jamais il ne la connaît pas, donc
s'offusque pas si jamais le chat est caché lors de ses visites, mais pas hésiter à, si jamais il a besoin de contacts sociaux et de caresses, au contraire, à passer un peu de temps avec lui. Et vous verrez, au retour, il vous accueillera pratiquement comme si vous étiez jamais parti. Au contraire, tout rentrera dans ses habitudes comme il avait l'habitude avant, donc tout ira bien. Merci Stéphane. Une question de Rose. Miss Clochette, mon chien n'est pas stérilisé. A-t-elle des risques de mourir? J'en ai déjà entendu parler. Je suis contre la stérilisation, dit-elle. On en parlait à l'instant. C'est les risques que j'ai évoqués. Alors, pour les chiens, c'est à peu près similaire, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes maladies, mais de la même façon, la stérilisation avant les premières chaleurs diminue drastiquement le risque des tumeurs mammaires. Chez les chiens, elles sont un peu moins dangereuses, parce que chez les chats, c'est malin dans 90% des cas, et chez les chiens, c'est malin qu'un cas sur deux. Mais voilà, ça reste quand même un risque assez présent. Les chiens non stérilisés, moi j'en ai vu passer beaucoup avec des tumeurs mammaires. Une autre maladie aussi, j'ai évoqué le pyomètre, qui reste assez fréquent dans les mois qui suivent les chaleurs. Enfin, c'est fréquent. Ça reste un risque, quoi, c'est pas négligeable. Donc, il faut être vigilant. Une chienne non stérilisée, elle ne va pas mourir du jour au lendemain, mais il y a des risques augmentés pour des maladies qui arrivent. Maintenant, à côté de ça, vous pouvez aussi, par choix éthique, garder votre chienne non stérilisée. Il s'agit donc de bien se renseigner sur ces maladies et de garder contact avec votre vétérinaire. Merci Stéphane. Une question de Valérie. Mon bulldog français a des démangeaisons sur les pattes et les babines. Que dois-je faire? Il a 5 ans. Alors, allez voir votre vétérinaire. Allez voir votre vétérinaire. Quand il s'agit d'un cas ponctuel comme ça, et surtout en dermatologie, ça va être très difficile de répondre sans avoir la lésion sous les yeux et sans pouvoir pratiquer d'analyse. Les démangeaisons, ça peut venir de parasites externes, du stress, de maladies de la peau, de problèmes d'immunité, enfin, un tableau médical assez vaste, donc il faut aller vérifier chez le vétérinaire, surtout si les lésions perdurent. Je fais le lien avec la question d'Iman qui pose un peu la même question. C'est une chienne Rottweiler qui a des démangeaisons parce qu'elle a la gale. Le vétérinaire lui a prescrit une lotion qu'elle utilise tous les 10 jours, mais rien n'y fait. Elle demande si elle doit augmenter la dose. Il faut demander à votre vétérinaire. Oui, ça c'est des choses aussi à voir avec votre vétérinaire parce qu'en dermatologie, gardez à l'esprit que les traitements sont souvent longs, pénibles et avec des récidives. Donc des fois ça ne marche pas et du coup on est obligé de modifier les doses, de modifier la molécule ou même de carrément complètement changer de traitement. La gale en particulier est une maladie dont on se débarrasse assez difficilement. Il peut y avoir quelques résurgences de temps en temps, donc notamment sur l'observance du traitement. Justement, c'est un traitement à bien appliquer comme il faut, sinon ça revient, comme les otites ou comme beaucoup de maladies de la peau. Une question de comportement de Marie-Anne, qui a une chienne malinoise de 6 ans, adoptée en association quand elle avait 3 ans. Sa chienne n'aime pas les femelles de sa taille ou plus grandes qu'elle. Elle les retourne et on me dit que ce n'est pas de la dominance. Elle les retourne? Oui. Bon, il faudrait voir la chienne agir pour la voir interagir avec les autres. Alors, la dominance. D'une manière générale, on a tendance à prêter des intentions, effectivement, et notamment de domination au chien. Là, clairement, il n'y en a pas. Il y a des relations entre les chiens où on va observer effectivement un dominant, un dominé ou des choses comme ça, mais c'est la relation qu'on va qualifier éventuellement avec un critère de subordination ou pas. Dans la tête du chien, il n'y a pas de hiérarchie, c'est des concepts qui sont humains. Donc ça peut être des défauts d'apprentissage également, c'est-à-dire que la chienne n'a pas appris à interagir justement correctement avec les autres et on leur envoie des mauvais signaux, notamment quand elle est hyper excitée, elle peut jouer effectivement à retourner ses congénères et ça peut ne pas forcément avoir de lien quelconque avec un problème d'autorité ou quoi que ce soit. Donc avoir avec un éducateur ce genre de problème et de préférence un éducateur dans le positif justement, pas quelqu'un qui va vous vendre l'idée qu'il faut être le maître à tout prix. Une relation avec un chien, c'est une relation équilibrée, de partage entre n'importe quel individu dans la nature. La notion de dominance, comme j'ai dit, c'est une notion humaine. Donc avec votre chien... C'est pas la maîtresse qui retourne le chien. Oui, c'est le chien qui retourne les autres. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, on prête souvent l'idée de mettre dans une posture de soumission l'idée de faire un acte de dominance. Sauf que chez le chien, encore une fois, c'est une construction humaine avec des mots humains, un concept humain par-dessus qui, dans la tête des chiens, n'est pas là. Enfin, pour aller plus loin dans ces explications, on a observé des chiens au naturel, parce que la théorie de la dominance, ça vient de l'observation des loups au départ. Effectivement, on a observé des mâles alpha chez eux. Et il s'avère que chez les chiens qu'on a observés dans des environnements où ils vivent à l'état sauvage, notamment dans les banlieues de certaines villes, dans des pays du tiers-monde, on observe des groupes de 3 à 5 individus où il n'y a pas de chef.
Pas de chef, tout simplement. Et de temps en temps, les groupes changent, des trucs comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir un éducateur canin ou un comportementaliste pour essayer de résoudre ce problème si vraiment il vous dérange. Ça reste le plus simple et de toute façon, une bonne démonstration vaut mieux qu'un long discours. Alors, Stéphane, une question de Fanny. Avez-vous une astuce pour les plis dans le visage des bulldogs? Je nettoie tous les jours avec des lingettes de vétérinaire, mais le poil de ces plis est très rougeâtre. Oui, c'est ce qu'on appelle un détartrigo. Ça a une lésion d'infection, ou en tout cas d'irritation, d'inflammation qui se situe dans les plis de peau parce que ça macère tout simplement. Et il n'y a rien à faire à part nettoyer comme vous le faites manifestement très bien. Il faut le faire aussi régulièrement que ça s'avère nécessaire, c'est-à-dire vous le faites correctement quand il n'y a pas justement d'infection au niveau de ces plis. C'est une des entre guillemets présélections génétiques qu'on a imposées au bulldog. Parmi d'autres, parce qu'il y a un problème respiratoire, il y a les problèmes squelettiques, il y a les problèmes digestifs, il y a les problèmes au niveau des yeux, tout ça, ça a été présélectionné génétiquement dans sa lignée pour correspondre à son standard et à ses faciès. Et en cas de doute, n'hésitez pas à aller voir votre vétérinaire. Une question de Catherine. Ma petite chatte a beaucoup maigri pendant ces chaleurs qui ont duré plusieurs semaines avec des interruptions de 2 ou 3 jours et elle a perdu beaucoup de poils, est-ce normal? Je précise qu'elle mange, joue et n'a pas l'air malade. J'aurais tendance à dire que non, parce que les amaigrissements, c'est pas normal. Il faut voir combien de temps ça a duré. Les chaleurs de chatte, ça doit durer 2-3 semaines. Normalement, il n'y a pas d'interruption. Donc, à voir s'il n'y a pas eu un petit problème lié aux chaleurs, comme j'ai pu l'évoquer avant, donc problème de vaginite ou même de piomètre. Alors, ça m'étonnerait que ce soit passé tout seul. Voilà, c'est à explorer très clairement chez le vétérinaire. Quand vous avez des doutes comme ça, des fois le seul symptôme qu'on peut avoir sur un animal, c'est de la perte de poids. Donc, pas hésiter en cas de doute à aller consulter pour vérifier effectivement qu'il n'y ait pas un souci. Après, il faut objectiver l'amaigrissement en pesant l'animal régulièrement. Chez les chats, ça peut être difficile à voir puisqu'un animal, c'est un animal de 4 kg, mais pensez bien qu'un chat qui perd 400 grammes, ça fait 10% de son poids. Donc, c'est très très rapide. Une question de Valérie. Le chat de sa fille qui a 3 ans a eu de l'eau qui lui a coulé de la bouche. Elle trouve ça très inquiétant et impressionnant. Le vétérinaire n'a pas su quoi répondre. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Pareil, sans le voir, ça peut être très délicat. En général, c'est de la salive, mais dans certains cas, ça peut être des problèmes de régurgitation. En général, c'est pas des vomissements, parce que quand ça vient de l'estomac, que c'est mélangé au sucre digestif, c'est un aspect qui est différent, pas un aspect liquide et translucide. Donc, pour obtenir des régurgitations d'eau, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il avale de l'eau, que ce soit bloqué et que ça ressorte, il faut qu'il y ait un corps étranger. C'est pareil, ça n'a pas tendance à disparaître comme ça tout seul. Donc, vous dire ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, si ça a été un cas unique, ponctuel, effectivement, ça va être très difficile pour tout vétérinaire. Et si c'est fini, c'est pas forcément grave. Maintenant, si c'est quelque chose qui revient, voilà. Allez consulter peut-être un autre vétérinaire. C'est exactement la démarche qu'il faut avoir. Si jamais ça se reproduit, que ça se reproduit de plus en plus fréquemment, que c'est plus intense ou qu'il y a d'autres conséquences sur votre chat, il ne faudra pas hésiter à les consulter. Une question de Ghislaine. Ma Yorkshire va avoir 13 ans, elle a un traitement à vie. Pouvez-vous me dire jusqu'à quel âge vit un York? Parce qu'elle a très peur de la perdre. Un York, c'est facilement 17 ans. Oui, c'est la moyenne. Et d'une manière générale, il faut retenir que les petits chiens, ça vit 16, 17, 18 ans. Et plus vous grossissez, plus la durée de vie diminue jusqu'aux chiens géants qui vivent 8-10 ans. Une question de personnage. Comment se fait-il que les coussinets de mon chat changent de couleur? Ça fait rose, noir, rose, gris foncé. De la même façon que certains pelages, vous pouvez avoir des petites taches de couleur pigmentée. Les coussinets n'y échappent pas de temps en temps. Il y a des petites zones sans piment noir qui arrivent et donc qui apparaissent roses. Et vous pouvez avoir des coussinets de différentes couleurs. Ça peut être aussi la saleté. S'il marche dehors, c'est peut-être tout simplement ça. Je ne pas évoquer aussi, il faut faire attention que ce ne soit pas aussi une lésion. Une question d'Evelyne. Décidément, il y a beaucoup de questions sur la stérilisation aujourd'hui. Elle a un labrador femelle de 6 mois. Quel âge me conseillez-vous de la faire stériliser et quel est le coût à peu près? Répondez rapidement parce qu'on a déjà... Comme on a déjà beaucoup évoqué ça, effectivement, j'aurais tendance à dire entre 6 et 8 mois, comme c'est prescrit d'habitude. Et le coût, c'est très variable, ça dépend de votre vétérinaire. Pour une chienne, il faut compter au moins 100, 200, voire 300 euros. Ça dépend de la taille. Merci. Brigitte, elle a 2 chiens mâles et son plus jeune monte sur son plus vieux alors qu'ils sont castrés tous les deux. Est-ce que c'est normal? Oui, tiens, on parlait de la dominance à un moment. Voici typiquement un geste qui est associé à de la dominance, alors que non, pas forcément. Des fois, ça peut être simplement du jeu ou même dans certains cas
là, on peut parler de jeux sexuels. C'est très difficile de répondre à cette question parce que on l'a déjà évoqué dans un live précédent, mais les comportements sexuels chez les chiens et les chats, même chez les animaux de manière générale, mais en particulier les chiens et les chats qui nous sont proches, sont très tabous. On les a très peu étudiés. Et le chevauchement, ça a été très vite rangé dans la case dominance communication et ça a été exclu du jeu sexuel. Or, il s'avère que on voit fréquemment les chiens faire ça, d'un mâle sur un autre mâle, des femelles qui peuvent aussi monter d'autres chiens. Donc, à voir dans quel cadre ceci est un comportement qui peut être lié à du jeu ou d'autres moyens de communication, effectivement, qui peuvent être vus comme asservissants pour le chien qui le subit. Dans tous les cas, si jamais ça ne pose pas de problème entre vos chiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bagarres qui sont déclenchées suite à ça et que c'est pas fait de manière excessive, hein. C'est certains chiens qui peuvent avoir ce type de comportement justement, un peu comme les TOC, des comportements répétitifs qu'ils vont faire systématiquement sur les autres, ça peut être assez gênant pour eux. Si jamais c'est pas gênant, il n'y a pas de raison particulière que ça pose un souci qu'on empêche ça. Merci Stéphane. Une question de Fatia. Elle voudrait adopter un chiot. Comment le dresser? Comment lui apprendre à faire ses besoins? Bon, alors là, les conseils ne manquent pas. Vous avez énormément de conseils, d'articles sur Wamiz qui vous expliquent tout sur l'éducation du chiot. Les premiers ordres à donner, comment le rendre propre, comment lui apprendre à marcher en laisse, etc. Vous avez absolument tout sur Wamiz. Je vous invite à aller voir. Et si vous cherchez à adopter un chiot en association, vous pouvez télécharger l'application Adopte-moi qui vous permettra de voir les photos et le descriptif de tous les animaux à adopter en ce moment dans les refuges de France. Donc ça peut être très pratique. N'hésitez pas à télécharger cette application sur smartphone. Adopte-moi. C'est la rubrique que je suis en train de revoir. En plus, ça, c'est justement les sujets que je suis en train de faire. Si jamais vous avez de toute façon des difficultés, n'hésitez pas à vous faire aider par un éducateur. C'est très important de bien se faire comprendre par votre chien. Si jamais vous avez le sentiment qu'il ne vous comprend pas, qu'il ne comprend pas vos intentions, ne comprend pas les règles de la maison, faites-vous aider par un éducateur dans le positif, toujours. Une question d'Alexia. Mon chien a les poils longs, je ne sais pas s'il faut lui couper ses poils pour qu'il ait moins chaud pendant les vacances. C'est une question que je me suis posée hier, Alexia, parce que moi j'ai emmené ma propre chienne chez Toiletteur. Et c'est une bonne question parce que fondamentalement, on pourrait se dire qu'effectivement, en diminuant un peu le pelage, ça va diminuer la température atteinte. En pratique, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, ils ont quand même une couverture de poils qui, qu'elle soit mi-longue ou longue, va quand même retenir la chaleur. Et de toute façon, ça n'empêche pas que même s'il était sans poil tenu, la chaleur qu'il fait à l'extérieur reste assez importante pour que, avec un tout petit peu d'activité, sa température interne monte très vite. Donc ça n'enlève rien de toute façon, toutes les mesures eau et ombre et éviter les moments de forte chaleur qui sont appliqués pendant l'été. Ce qui est très important de faire, c'est de le mouiller parce que justement le poil retient l'eau. Donc ça permet de garder cette sensation de fraîcheur. Notamment ne pas hésiter à mouiller sur le front, la tête et le bas du cou qui sont faciles d'accès où il y a beaucoup de sang qui circulent. Alors, on va passer à la toute dernière question de ce live. Vous avez été extrêmement nombreux aujourd'hui. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Une dernière question, mais avant cela, on va vous proposer un petit jeu concours comme chaque semaine pour remporter une Wamiz Box pour votre chat ou votre chien. Alors, qu'est-ce que c'est une Wamiz Box? Déjà, je vais vous poser la question, après je vais vous expliquer. Quelle est la race de ce chien? Il nous faut le nom de la race en entier, s'il vous plaît. Alors, si vous répondez correctement à cette question, quelle est la race de ce chien, vous pourrez être peut-être tiré au sort pour remporter une Wamiz Box, c'est-à-dire un coffret cadeau pour votre chat ou votre chien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Il y a des jouets, il y a des accessoires, il y a des produits d'hygiène, il y a des friandises. Bref, c'est le top du top pour que vous passiez un été super avec votre animal. Donc voilà, quelle est la race de ce chien? On vous donne la réponse dans quelques secondes, c'est très facile. Le temps de vous poser une dernière question, Stéphane. C'est une question de Jérôme. Son cocker de 13 ans et demi passe son temps en ce moment à s'arracher les poils sur l'une de ses pattes avant. J'ai l'impression qu'il est stressé quand il le fait. Malgré ma présence, il n'écoute plus rien quand il le fait. Est-ce que c'est du stress ou est-ce que c'est autre chose? Il y a une information intéressante qu'il nous donne quand il nous dit que le chien ne l'écoute absolument pas quand il est occupé à lécher sa patte ou à s'arracher ses poils. Donc là, ça ressemble un petit peu à un comportement, comme j'ai dit tout à l'heure, on dit en éthologie clonique, mais en humaine, souvent le mot qui est utilisé, c'est les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Bon, elle avait parlé de TOC, ça va être un petit peu rapide et expédié pour votre toutou, mais en l'occurrence, il s'agit manifestement d'un comportement un peu obsessionnel, un peu compulsif quand même, et de ce fait, ça peut être bien de voir un comportementaliste pour voir si effectivement il n'y a pas un trouble du comportement. Avant ça, de toute façon, il faut quand même aller vérifier chez votre vétérinaire qu'il n'y a pas une lésion de la peau,
parce que si jamais il a une piqûre ou une démangeaison sur cette patte-là qui le gratte beaucoup, c'est normal qu'il soit comme ça obsessionnellement concentré sur son léchage et qu'il ne vous écoute pas à ce moment-là. Donc la première chose à vérifier avant de penser comportement, c'est toujours s'il n'y a pas une origine biologique derrière, une maladie qui serait en cause pour expliquer le comportement de votre animal. Et éventuellement, dans un second temps, effectivement, voir avec un comportementaliste pourquoi est-ce qu'il fait ça. Merci beaucoup Stéphane. Alors la réponse à la question posée, bien la race de ce chien, c'est quoi Stéphane? Un bulldog français. C'est un bulldog français, donc une race très appréciée des Français. Une des personnes ayant correctement répondu à cette question va être contactée par message privé sur Facebook, donc regardez bien votre boîte à message privé. Nous, on se retrouve Stéphane la semaine prochaine. Dernière chose, si vous avez posé une question mais que vous n'avez pas eu de réponse, posez-la dans la rubrique questions-réponses de Waniz. Toute la communauté Waniz pourra vous répondre, ainsi que Stéphane. Et on ne laisse pas de questions sans réponse. Donc n'hésitez pas à aller la poser, c'est la rubrique questions-réponses de Waniz. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. Vous pourrez de nouveau poser toutes vos questions à Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci pour vos questions et merci Stéphane. À bientôt sur Waniz. À très bientôt.